Bonsoir les Sega maniaques. Voilà une petite communication supplémentaire pour tous les Sega fans bien sûr et les amoureux de Megaforce en particulier. Donc spéciale dédicace à Damien Egan de Megaforce que je sentais vraiment très déçu après pendant son interview avec Jean-Marc Destroy. Jean-Marc Desmolid, décidément j'arrive pas à le passer en une seule fois. Voilà, donc petite dédicace pour tous les amoureux de Megaforce et puis tous les testeurs qui souffrent d'Alzheimer. Donc je voudrais vous parler de Megaforce à ses débuts. Donc Megaforce a été, vous le savez certainement, a été créé à l'été 1991. Alors c'est une idée de Mark Andersen, enfin c'est ce qui est écrit sur Wikipédia, parce que l'équivalent existait déjà aux États-Unis. Il y avait déjà un journal spécialisé Sega comme Nintendo, ça marchait très très bien. Donc Mark Andersen, qui est toujours sur les bons coups, a cette merveilleuse idée, hein, franchement, et évidemment, hein, il faut y aller tout de suite, de faire un journal complètement Sega. Voilà, et c'est là que, comme Mark Andersen est copain comme cochon avec Luc Boursier, donc ils font le deal ensemble, et c'est Romuald Merdrignac, donc le premier maître Sega, qui va trouver et imposer le nom de Megaforce. Ça, c'est une première info. Voilà, donc c'est le maître Sega originel qui a donné le nom à ce magazine. Et je crois qu'après, lorsqu'il y a eu des changements de logo, on nous a mis aussi à contribution. Voilà, on nous a demandé notre avis, savoir s'il fallait plutôt choisir un logo plutôt qu'un autre. Donc voilà, ça s'est fait évidemment avec la bienveillance de Sega, puisque Sega a financé complètement et totalement le magazine. Donc il n'y a jamais eu de contrat d'exclusivité, il n'y en avait pas besoin, c'est un journal de jeux vidéo pour les enfants. Donc l'information n'est pas du tout exclusive. On écrit, on fait des articles pour des enfants de 10 à 12 ans. On ne fait pas de la vente d'armes militaires pour les généraux à travers le monde. Non, juste pour les enfants. Donc il y a aucune ligne éditoriale imposée. C'est free, c'est libre. Il y a pas besoin d'imposer quoi que ce soit. En plus de ça, comme je le disais dans le précédent message, l'information circule partout bien avant. Donc Sega n'a strictement rien imposé parce qu'il n'avait aucune raison d'imposer quoi que ce soit. Alors autant il n'y avait pas d'exclusivité, hein, tous les journaux donc concurrents, Console Plus, Joypad, Player One étaient traités rigoureusement de la même façon. En revanche, c'est le traitement de l'information qui devient entre guillemets exclusive. Voilà, chacun le traite d'une manière ou d'une autre. Et à partir du moment où la manne publicitaire et financière est abondante et principalement tournée vers Sega, c'est Megaforce, donc les rédacteurs qui choisissent une ligne éditoriale particulière. Voilà, j'ai retrouvé par exemple le numéro 19 de Megaforce. On leur a jamais soufflé à Megaforce d'écrire en gros titre voilà, Sega écrase la concurrence au CES de Chicago. C'était l'été 93. Voilà, ben, ils nous caressaient dans le sens du poil. On n'avait pas besoin de leur donner des informations, des directives, puisque c'était un journal Sega consacré exclusivement 100% Sega et plutôt à des enfants. Donc, je veux dire, voilà, il y avait rien à poser. Donc voilà, il n'y avait aucune exclusivité au niveau rédactionnel, mais pour tout le reste, c'était open bar pour Cyberpress, Megapress ou Cypress à l'époque, puisque rien ne se faisait sans la validation de Sega. Enfin, pas le contenu rédactionnel, mais pour tout le reste, hein. Le choix du titre, Maître Sega, le logo, Maître Sega. Il y avait évidemment pas mal de goodies, des posters régulièrement, des vidéos Sega que nous allions tourner nous-mêmes, donc à côté dans les studios de. Alors j'ai plus le nom exact, mais c'était à côté des Jardins du Luxembourg. Il y a eu aussi un CD audio à la sortie du Mega CD. Enfin voilà, Megaforce était clairement euh, très prioritaire dès lors que Sega avait du contenu privilégié à fournir. Et c'est là-dessus, je pense que tous les fans ont envie d'avoir les informations, hein. Euh, qu'on ne dise pas Jean-Marc Desmoly d'écrire d'une façon ou d'une autre, ça, peu importe, hein, mais par contre, effectivement, bien heureusement, les ressources financières étaient tournées vers Megaforce. Ça ne fait aucun doute. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en ce qui concerne les relations très privilégiées, moi, j'en suis un exemple aussi extrêmement concret. Le journal Megaforce paraît pendant l'été 91, donc je crois que c'est juillet-août, hein, il est bimestriel à l'époque. Moi, j'arrive chez Sega début septembre. Même pas 2 ou 3 mois après que je sois arrivé, il y a Romuald qui vient me voir et qui me dit, écoute, il y a quelqu'un qui voudrait te parler.
Voilà, c'est Luc Boursier qui me l'a demandé. Il voudrait que tu parles à Marc Andersen. Donc voilà, le directeur, donc personne me connaissait, moi, hein. J'étais maître Sega, entre guillemets, anonyme, personne me connaissait. Mais Luc Boursier avait demandé à Remal de me proposer de rencontrer Marc Andersen pour intégrer les équipes de Megaforce. Voilà. Donc Sega se serait volontiers séparé d'un de ses meilleurs éléments, hein. Je veux pas, j'ai pas les chevilles qui enflent là, mais c'était le cas, hein. Je faisais surtout tous les jeux de rôle. Mais voilà, euh, Marc Andersen, qui est toujours à l'affût des talents et des gens les plus performants, les plus passionnés, qui vont lui apporter vraiment une plus-value dans le contenu rédactionnel, évidemment. Il était vraiment, vraiment dans tous les bons coups. Et donc en contact avec Luc Boursier, donc le directeur marketing de Sega, donc il a tenté ni plus ni moins que de me débaucher à l'hiver 91. Ça faisait pas 3 mois que j'étais arrivé chez Sega, donc je me suis rendu par politesse, par courtoisie. Donc c'était boulevard McDonald dans le 19e arrondissement. J'étais pas parisien, moi, j'étais provincial, hein. Je suis d'origine d'Auxerre. L'année d'avant, j'étais sur Dijon. Voilà, je faisais une année de médecine. Et franchement, bon, et ça n'a rien à voir avec Megaforce, mais quand je suis allé là-bas, alors que les locaux de Sega étaient dans le Marais, c'était super joli, c'était beau. C'est le troisième, le Marais, c'est un musée, hein. Moi, quand je suis allé visiter donc Megaforce à l'époque, boulevard McDonald, franchement, j'ai eu peur. À cette époque-là, le 19e, maintenant c'est devenu bobo, hein, mais à cette époque-là, ça faisait un peu coupe-gorge. J'exagère à peine. Mais bon, ça m'a pas du tout plu, mais la raison principale, c'est ce que j'écris dans mon bouquin, c'est pas tant le fait que je veuille travailler ou pas pour eux, hein, c'est que je voulais rester maître Sega, parce que j'adorais ça. Je trouvais que le job était bien plus prestigieux et rétrospectivement comparé à tout ce que je sais par ailleurs sur la presse. Enfin, je me suis vraiment éclaté. Pour rien au monde, j'aurais cédé ma place. Et surtout, j'avais un avantage que Megaforce n'aurait pas pu me proposer, c'est que Sega me donnait l'intégralité des jeux Master System, Mega Drive, 32X, Mega CD, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas du tout pour moi le choix, à moins qu'on me propose, je sais pas, à l'époque, quand il m'avait proposé bien sûr un salaire meilleur que celui que je touchais chez Sega, mais ça comblait pas du tout la différence, le manque à gagner avec les jeux. Voilà. Et bon, je ne parle pas de la rencontre en elle-même, hein, mais j'ai pu voir les équipes de Megaforce à cette époque-là. Mais voilà. Tout ça pour dire que Sega, effectivement, et Megapress, Cypress à l'époque, je crois, avant que ce soit Cyberpress, étaient copains comme cochons. Et franchement, tout était fait pour privilégier Megaforce. Bien évidemment, c'était le journal intégralement. Sega, c'était le bras armé de Sega. Donc voilà. Et on était très heureux d'avoir ce magazine avec d'excellentes plumes, hein. Pour moi, AHL était et reste la meilleure plume du jeu vidéo de cette époque-là. Et ensuite, elle a été remplacée par Jean-Marc Destroy, qui avait un style un petit peu différent, mais qui correspondait tout à fait au public du magazine, bien sûr. Voilà, c'était un petit rafraîchissement de mémoire. Megapress, Megaforce, bien sûr, Megaforce était le journal Sega. En tout cas, très officiellement, a été vraiment le journal de Sega pour Sega, avec des moyens, des ressources financières et humaines conséquentes. Et ça a changé effectivement très certainement avec l'arrivée de Jean-Marc Desmoulins. Et d'ailleurs, je fais aussi le parallèle dans l'autre vidéo. La situation financière de Sega a complètement basculé à l'été 93, au moment où Alain Huyghe-Lacour a quitté Megaforce et au moment où Jean-Marc Desmoulins, Jean-Marc JM Destroy, décidément j'y arrive pas, Jean-Marc Desmoulins, c'est ça, oui, l'a remplacé. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut peut-être probablement considérer qu'il y a deux époques pour Megaforce. Une où il a été le magazine extrêmement privilégié, et une deuxième où il a été simplement juste très privilégié. Voilà, avec beaucoup de goodies, surtout, c'était surtout les à côté. Et puis surtout, comme je le disais dans la première vidéo, le nerf de la guerre, le financement. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.